Bonjour Monsieur Diallo, merci de me donner l'opportunité de parler à vos internautes à travers Africa Sunu. Je m'appelle Nicole Gakou, je suis la présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise. Je suis ingénieure en système d'information spécialisée en réseau de télécommunications. J'ai eu à faire plusieurs autres formations en tant que pour parfaire ma qualité de chef d'entreprise, en gestion d'entreprise, en conseil de petites et moyennes entreprises. Je suis à la tête de la nouvelle société d'art graphique, des éditions Kalama et de la Société africaine de travaux qui s'active dans le BTP. Et depuis 2007, je suis la présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui a motivé la création de l'Union des femmes entrepreneurs du Sénégal? L'Union des femmes chefs d'entreprise existe depuis 2007. Il faut dire que nous avons eu la facilitation de la direction de l'entrepreneuriat féminin qui nous avait réunis, toutes les femmes qui s'activaient autour de cette direction, qui nous a réunis en 2005 pour nous proposer de réfléchir sur l'opportunité de mettre en réseau les femmes qui étaient chefs d'entreprise ou dirigeantes de petites et moyennes entreprises. Il faut dire au départ que nous y croyons timidement. Tout simplement parce que, tout naturellement, en tant qu'opératrice économique, nous étions dans les autres patronats traditionnels. Personnellement, j'étais déjà au MEDES en tant que deuxième vice-présidente et présidente du collectif des femmes chefs d'entreprise. Et pour la plupart des autres aussi, elles étaient dans des postes de responsabilité au niveau de ces autres organes, donc de ces autres patronats du secteur privé. Mais néanmoins, à la réflexion, au bout de 2 ans, effectivement, l'envie, la nécessité de mettre en place un réseau de femmes chefs d'entreprise s'est fait. Et le 31 mai 2007, après une assemblée générale, cela a vu la création de cet organe qui est l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, l'UFCE, et j'ai été portée à la tête de cette organisation depuis 2007. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer les renouvellements des instances de cette organisation. Quelle est la situation de la femme entrepreneur du Sénégal? Elle est aujourd'hui à l'image de l'économie sénégalaise. Pourquoi à l'image de l'économie sénégalaise? Parce que nous sommes dans une économie, nous faisons partie des pays les moins avancés. Et notre économie est constituée de micro, très petites et moyennes entreprises, pour 90% d'entre nous. Elle est constituée de plus de 65% du secteur informel. Et dans ces 65% du secteur informel, 70% des actifs appartiennent aux femmes. Donc la situation des femmes chefs d'entreprise au Sénégal, c'est une réelle implication, une réelle prise en compte, une réelle participation des femmes dans l'économie de ce pays. Et néanmoins, cela ne fait pas de nous les fleurons de cette économie. Parce que la typologie de nos entreprises montre que nous sommes dans la micro-entreprise, la toute petite entreprise et la petite. Très peu d'entre nous sommes dans des moyennes entreprises. Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous ne contribuons pas au développement de ce pays, nous ne contribuons pas au PIB de ce pays. Nous avons une réelle implication, mais avec d'énormes difficultés. Difficultés liées d'abord à la structure institutionnelle, la structuration institutionnelle, mais liées au manque de formation, liées au manque de ressources, tant financières, tant l'accès aux fonciers, tant difficulté d'accès aux matières premières. Voilà, donc les complications, les difficultés sont énormes pour les femmes chefs d'entreprise. Mais il faut dire que nous donnons la part belle de ces difficultés à l'accès aux fonciers, au financement et à l'éducation. Quelles sont vos activités dans le cadre de votre association?
Comme son nom l'indique, notre premier rôle en tant qu'organisation, c'est le service aux membres. Qui dit service aux membres, cela veut dire qu'en tant qu'organisation, nous devons apporter un plus à nos membres afin qu'on puisse avoir un nivellement par le haut. Notre première activité pendant les 3 premières années consistait à vraiment installer l'organisation dans le panorama économique du Sénégal. Je pense que chose que nous avons réussi dans la mesure où aujourd'hui nous sommes au niveau de toutes les structures institutionnelles de ce pays, au niveau du conseil présidentiel de l'investissement, au niveau des conseils d'administration de la plupart des structures d'appui, telles que la DPME, la CEPEX et tant d'autres. Nous sommes aussi partie prenante de tout le dialogue autour de l'environnement des affaires. Parce que justement, même si en tant qu'organisation nous sommes conscientes que l'entreprise n'est pas sexuée, mais le fait d'être une femme apporte à l'entreprise d'autres difficultés et notre organisation est là pour accompagner nos membres afin de lever ces difficultés. L'une des premières activités, à part l'implantation de notre organisation sur le panorama économique, c'est aussi l'appui à nos membres individuellement. Et pour cela, grâce à un partenaire au développement, la GIZ pour ne pas la nommer, qui est la coopération allemande, nous avons mis en branle des sessions de conseil de proximité qui nous permettaient d'accompagner pendant 6 mois nos entreprises afin de passer d'un diagnostic à la mise en place d'un plan d'action et au déroulement de ce plan d'action. Cela nous a permis à la création. Nous étions 107 membres fondateurs et pour la plupart d'entre nous dans le secteur informel, et cela nous a permis, ce programme de conseil de proximité 100 ans, nous a permis aujourd'hui de 500 membres dans 3 régions, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 80% d'entre nous dans le secteur dit structuré. Cela s'entend que être formel n'est pas seulement avoir un INEA ou un registre de commerce. Donc cela veut dire tout simplement que nous contribuons au fisc, nous employons, donc nous sommes des employeurs et nous avons un sens civique fiscal que nous essayons de respecter très fermement. L'autre appui notre activité que nous avons, c'est d'accompagner nos membres dans la réflexion autour de leur business plan, parce que c'est important. Lorsqu'on sait que beaucoup de femmes en Afrique, particulièrement au Sénégal, nous créons nos entreprises sans business plan. Nous créons beaucoup par mimétisme. La voisine d'à côté a fait un salon de coiffure qui semble marcher, je vais faire la même chose. Ce n'est pas forcément la bonne méthode. Et nous essayons aussi de les diriger vers les créneaux porteurs que nous identifions en amont et en aval. Nous les accompagnons justement dans la connaissance de cet environnement, de cette entreprise, de ce créneau porteur, pour connaître ses concurrents, pour connaître ses fournisseurs. Voilà, avoir les différentes fonctions de l'entreprise au sein de celle-ci. Donc en termes d'encadrement, c'est mettre en place un business plan, réfléchir sur un plan d'action, réfléchir sur un tableau de bord afin justement de permettre une bonne réalisation de ce business plan. L'autre activité, c'est de créer un système d'alerte. Un système d'alerte qui nous permet, tous les 5 du mois, que chacun de nos membres reçoit un message qui lui dit « Attention, vous avez la TVA à payer ». Mais aussi alerte pour dire voilà, nous arrivons à la fin de l'année, les différents cabinets comptables ou les différents consultants comptables qui sont là et nous donnons l'information, les adresses, les contacts, afin que vous puissiez aller vers ces réseaux
ou ces cabinets pour être à jour par rapport à vos bilans comptables, mais aussi à les référer vers les centres de gestion agréés qui sont là pour accompagner aussi l'entreprise sénégalaise. Mais aussi, lorsqu'il y a des difficultés par rapport au fisc, pouvoir les accompagner grâce à des conseils d'experts fiscalistes, afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes au quotidien que les entreprises rencontrent. Mais aussi de toute autre nature, parce que être dans une telle organisation permet aussi une certaine solidarité. Voilà, une certaine solidarité. Si je prends un exemple, lorsqu'il y a des décès, c'est l'ensemble des membres, voilà, qui compatissent, qui parfois aussi contribuent modestement, selon les moyens de tout un chacun, à vous accompagner dans cette tristesse. Tout cela fait que nous sommes une organisation de femmes, nous vivons difficilement le contexte économique, mais néanmoins, nous avons pu mettre en branle certaines activités nous permettant, nous, en tant que femmes, mais aussi en tant que femmes entrepreneurs, de nous réaliser normalement, malgré toutes les difficultés inhérentes à cet aspect. L'autre chose aussi, c'est d'accompagner nos membres vers la recherche de financement, chose qui n'est pas aisée. Et nous essayons d'identifier les différentes sources de financement qui existent, depuis les institutions de microfinance jusqu'à la banque classique, mais aussi à participer à cette réflexion autour du crédit, mais aussi à mettre en branle voilà, tout un réseau de contacts que nous avons par devers nous, afin de pouvoir permettre à nos membres d'accéder, je dirais pas le plus facilement possible, mais d'avoir toutes les informations à disposition afin de bien préparer un projet, un document bancable, ou à bien présenter un dossier de financement par rapport à la banque. L'autre activité par contre qui est notre activité phare, c'est les formations, parce que nous estimons que le manque de formation est un handicap réel dans l'entreprise. Donc nous essayons de les capaciter autant dans leur corps de métier que dans les outils de gestion, mais aussi dans le plaidoyer, dans le leadership transformationnel, dans le coaching, voilà, afin que justement elles deviennent de réels entrepreneurs. Tout cela devrait normalement être adossé sur une bonne capacité financière de l'organisation. Malheureusement, nous n'avons pas toujours les moyens de notre politique. Quelles sont vos perspectives dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent en tant que femme entrepreneur du Sénégal? Nos perspectives, nous pouvons dire en projetant qu'elles peuvent être bonnes. Si nous nous cantonnons dans ce que nous avons lu à travers l'Internet, à travers les médias, de ce que fait le PSE. Mais restons honnêtes par rapport à l'histoire pour dire que malheureusement, nos autorités n'ont pas suffisamment impliqué les femmes entrepreneurs. Nous pensons que l'implication qui a été faite jusqu'à ce jour reste très superficielle, et c'est plutôt des comptes rendus, mais il n'y a pas une réelle implication de ces femmes, qu'elles soient de notre réseau ou pas, parce que nous ne sommes pas les seules femmes dirigeantes de petites et moyennes entreprises au niveau du Sénégal. Mais nous estimons que même les femmes qui sont dans le secteur informel devraient être impliquées. Tout simplement, si nous prenons un élément tout simple, il est dit que le PSE devrait aller jusqu'en 2025 ou 35, je ne sais pas. Mais si ne serait-ce qu'ici c'est jusqu'en 2025, cela veut dire que nos entreprises, nos personnes sont impliquées, qu'elles le veuillent ou pas, pendant au moins une décennie. Donc on ne peut pas nous demander une certaine implication, on ne peut pas prendre des éléments de notre vécu, de notre vie quotidienne future, les manipuler sans nous demander notre implication. Nous sommes très
regardant sur ce qui se passe. Parce que si nous prenons un secteur tel que l'agriculture, nous savons que beaucoup de femmes sont dans l'agriculture familiale. Beaucoup de femmes sont dans l'agriculture de subsistance. Le PSE propose un agro-industrie. Qui dit agro-industrie, qui dit industrie, dit de gros moyens. Et jusqu'à présent, il y a un élément fondamental que les femmes subissent. Une femme agricultrice ne possède pas sa terre. Comment voulez-vous qu'elle puisse faire le passage d'une agriculture de subsistance vers une agriculture de rente si elle n'a pas de garantie derrière, au moins d'appartenance du sol? Il y a dans certaines cultures où le sol appartient au mari, ou au père, ou au frère, mais jamais à la femme. Ni à l'épouse, ni à la sœur, mais toujours femme. Et nous savons que sans cette agriculture de subsistance, il y aurait beaucoup de familles qui seraient dans la disette aujourd'hui. Donc nous pensons, et d'après ce que nous avons entendu, parce que je vous ai dit tantôt que nous ne sommes pas partie prenante de la réflexion sur le PSE, mais d'après ce que nous avons lu et entendu, il y a une partie, certes, laissée pour l'agriculture familiale, mais je dis encore une fois, si les femmes ne sont pas impliquées depuis l'élaboration de cette politique ou de cette vision, il est clair qu'elles seront à l'arrivée laissées pour rade et vraiment elles seront les grandes perdantes. Puisqu'elles le sont déjà. La plupart des terres appartiennent aux hommes, même si c'est la femme qui cultive. Des fois, il arrive parfois qu'à des femmes on prête un lopin de terre, qu'elles arrivent à labourer, même si cette terre était difficilement accessible. Et lorsque le propriétaire voit qu'à présent cette terre est praticable, cette terre est cultivable, le propriétaire revient pour reprendre sa terre. Il y a aussi un autre élément. Vous voyez très peu de femmes qui exploitent de grandes étendues de terre, beaucoup d'hectares, parce que tout simplement, elles n'ont pas accès aussi à la machinerie lourde. Pour les femmes, c'est en général le microcrédit. Pour les femmes, c'est en général de l'outillage très faible, hein, une daba, une houe, mais c'est jamais un tracteur. Pour les femmes, c'est un moulin à mil, mais jamais un tracteur. Voilà, donc c'est tout cet environnement-là que nous estimons qu'il faut parfaire. C'était tout cet environnement-là sur lequel nous devons, dès le départ, l'État doit dès le départ associer les femmes afin qu'elles puissent réfléchir sur comment vraiment accompagner ce PSE afin qu'il soit rentable pour tous, afin que chaque habitant puisse se retrouver dans cette vision qui, à mon sens, a un aspect qui me séduit, c'est sa temporalité. Mais faudrait-il encore qu'au bout de 10 ans, que les femmes ne deviennent pas les ouvrières de ces grands agriculteurs qui, il me semble, d'après ce que j'ai lu du PSE, viennent de l'étranger. Il faut aussi qu'on se dise les choses dans le blanc des yeux. Un pays ne se développe pas avec les étrangers. Un pays se développe avec sa force intérieure. Un pays se développe avec ses enfants. Un pays se développe avec ses entreprises. Un pays se développe avec ses agriculteurs, ses pêcheurs, ses éleveurs. Mais si nous pensons que, oui, l'étranger, le français, l'allemand ou l'autre viendra nous apporter un gros investissement, on lui donnera notre terre, on lui donnera notre eau, mais la valeur ajoutée, évidemment, et c'est normal, va être exportée. Et c'est normal, parce que celui qui investit, c'est pour avoir une certaine rentabilité. Mais cet investissement-là, il faudrait que l'État encadre son potentiel humain afin justement que cette valeur ajoutée reste dans le pays. C'est comme ça qu'un pays se développe. Prenons exemple sur le Maroc. Voyons ce que le Maroc a fait. C'est un très bel exemple parce que les Européens ne nous développeront pas.
leur pays est en banqueroute, leur agriculture, ils n'ont plus de terre, donc ne donnons pas nos terres aux autres. Je suis d'accord qu'il faut permettre à l'autre de venir investir. Je suis tout à fait d'accord. Mais que la plus grosse partie soit laissée aux nationaux. Et c'est ainsi qu'un pays se développe. Comment se passent les activités entrepreneuriales de vos membres? Elles sont au quotidien comme pour n'importe quel entrepreneur. Nous savons qu'un dirigeant de PME est un homme orchestre. Donc pour le cas des femmes chefs d'entreprise, ce sont des femmes tout simplement parce qu'un entrepreneur est comptable, un entrepreneur est manutencier, un entrepreneur est secrétaire, un entrepreneur, voilà. Nous sommes au début et à la fin de la chaîne. Donc cela veut dire qu'il faut beaucoup de capacités, il faut un réel leadership. N'est pas un entrepreneur qui veut, pas du tout. Néanmoins, on peut avoir des capacités innées à être entrepreneur, mais on peut aussi acquérir ces capacités. Pour nos membres, les activités sont parfois très difficiles. Vous savez, depuis 2012, nous avons vu la disparition de 49 de nos entreprises. Pour 500, nous estimons que c'est beaucoup. C'est un peu plus de presque 10% des entreprises de notre organisation. Même une entreprise qui ferme, c'est une entreprise de trop. Parce que derrière, c'est de l'emploi perdu. Même si c'est de l'auto-emploi, ça reste un emploi perdu. Et nous sommes dans un des pays les moins avancés. Le Sénégal est un PMA. Je ne pense pas que cela soit très bon pour notre économie que les entreprises continuent à fermer. Même si quelque part l'institution, donc l'État, nous dira voilà, en 2013 ou en 2014, il y a eu peut-être des milliers d'entreprises de créées. Je n'en doute pas, mais je dis celles qui existent, faisons tout pour qu'elles continuent à exister. Et pour cela, il faut améliorer l'environnement des affaires. Il faut améliorer l'environnement des affaires. Il faut, pour l'Union des femmes chefs d'entreprise que je connais très bien, il faut que nous Sénégalais, nous consommons ce que nous produisons. Nous avons 46% de nos membres qui sont dans la transformation alimentaire. Et donc ces 46% produisent voilà ce que nous devrions manger tous les jours. Nous avons des membres qui sont dans l'agriculture. Il faudrait qu'on consomme le riz local. Malheureusement, il n'y a pas de réelle politique pour favoriser cette consommation locale. Hier, j'étais dans un séminaire qu'a organisé l'État du Sénégal, donc en l'occurrence le ministère du Commerce. Et à la pause, la boisson qui nous a été servie est une boisson qui vient de l'étranger. Alors que nos braves dames fabriquent, produisent des boissons que nous ne consommons pas. Qui doit donner le bon exemple? C'est nos institutions. Parce qu'il s'agit de nos impôts. Si ces institutions-là existent, c'est parce que c'est l'impôt des Sénégalais qui leur permettent de fonctionner. Donc nous estimons que les premières structures qui doivent donner l'exemple, la première structure qui doit donner l'exemple, c'est l'État. Que l'État demande à tous ses démembrements de consommer sénégalais. Pour le riz, que l'armée consomme sénégalais, que les hôpitaux consomment le riz. Et je pense que nous pourrons à ce moment commencer à dire nous allons vers l'émergence. Mais si nous ne consommons pas sénégalais, nous donnons très souvent une petite anecdote. Aujourd'hui, vous voyez les Chinois qui produisent cet habit que vous portez. Parce que le marché est réellement là. Mais pourquoi nos tailleurs ne sont pas suffisamment organisés afin que justement ce style d'habillement devienne même régional? Mais cela ne se fait pas. Mais parce que, voilà, nous sommes encore ancrés dans l'esprit que c'est l'État qui crée l'emploi. Non, l'État ne crée pas d'emploi. L'État doit mettre un environnement favorable, propice, des infrastructures permettant justement que des entreprises puissent s'installer, employer du personnel, créer de la richesse.
c'est cela le rôle de l'État. Que l'État reste dans son rôle régalien et qu'il laisse la création d'entreprises, la création de richesses au secteur privé dont c'est le rôle régalien. Nous pensons qu'il faut cela. Malheureusement, dans les activités de nos membres, il y a beaucoup de problèmes. Pour celles qui sont dans la transformation alimentaire, l'accès aux produits, aux denrées de première nécessité, même aux produits qu'elles doivent utiliser pour la fabrication de leurs produits finis, tels que le bissap, tels que le gingembre, il y a pénurie, tels que le baobab, parce qu'il y a tout un pan de ce secteur qui n'est pas structuré, qui est laissé encore à l'abandon, et malheureusement ces petites entités ne reçoivent aucun accompagnement, ni en termes de services financiers, ni en termes de services financiers. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Africa Sunu. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler à vos internautes. Merci beaucoup.